Retourne au travail tout de suite. Non, je ne retournerai pas. J'en ai assez de tes ordres. Ça suffit. Que se passe-t-il ici? Papa, dis-lui de m'obéir. Non, c'est terminé. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Retourne au travail maintenant. Ne me parle pas sur ce ton. Je ne suis pas ton employé. Qu'est-ce que tu dis? Mon père te paie. Ton père n'est pas là. Et je ne te tolérerai pas. Cela ne va pas en rester là. Retourne au travail tout de suite. Ne m'ignore pas. Fais ce que je te dis. Ça suffit. Je ne vais pas la laisser me parler ainsi. Tu ne peux pas me faire taire. Si, je peux, et je le ferai. Un instant, s'il vous plaît. Retourne au travail tout de suite, dit la fille gâtée du millionnaire, mais la femme de chambre la fit taire. Retourne au travail immédiatement, bonne à rien, avant que je ne t'arrache ce tablier et que je ne te jette à la rue comme la saleté que tu es. Le cri de Régine de Valois fendit l'air de l'hôtel particulier comme un coup de fouet. Les invités qui sirotaient du champagne dans le grand salon se turent subitement. Les coupes restèrent suspendues et, au milieu de ce silence de marbre et d'or, une femme en uniforme bleu et blanc demeura immobile, un chiffon toujours à la main. Catherine Moreau ne baissa pas les yeux. Elle avait 31 ans, des yeux verts qui semblaient recelés d'anciennes tempêtes, et ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon impeccable. Son tablier blanc était propre, ses chaussures usées mais brillantes, et même si l'héritière la plus riche de la ville lui plantait l'index à quelques centimètres du visage, Catherine ne recula pas d'un pas. « Je te parle, ou es-tu sourde en plus d'être maladroite ?» cracha Régine, promenant son regard de mépris sur l'uniforme de Catherine, comme si elle observait un insecte. « Tu as renversé du vin sur la robe de mon ami? Sais-tu combien coûte cette robe, plus que ce que tu gagneras de toute ta misérable vie à nettoyer des sols? Mademoiselle, c'est votre ami qui m'a bousculé, répondit Catherine d'une voix si calme qu'elle fut plus perçante que n'importe quel cri. Je passais simplement avec le plateau. Ne me contredis pas, hurla Régine, et son visage parfait, impeccablement maquillé, se déforma de rage. Qui te crois-tu être pour ouvrir la bouche? Tu n'es personne. Tu es une bonne à rien qui nettoie mes salles de bain. Agenouille-toi et demande pardon à mon ami tout de suite. Un murmure parcourut le salon. Certains invités détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres sourirent avec cette cruauté élégante de ceux qui aiment voir humilier ceux qui sont en dessous d'eux. L'amie de Régine, une jeune femme en robe dorée, observait la scène avec un petit sourire satisfait, attendant son spectacle. Catherine regarda le sol de marbre blanc qu'elle-même avait poli à genoux ce matin-là. Un instant, tous crurent qu'elle s'inclinerait, qu'elle se briserait, que la femme de chambre demanderait pardon en pleurant, comme tant de fois ils avaient vu les employés plier devant les deux Valois. Mais Catherine leva la tête et parla alors. « Je m'agenouillerai le jour où j'aurai fait quelque chose dont j'ai honte, mademoiselle, et ce n'est pas ce jour. Je travaille de mes mains, c'est vrai, mais je préfère 1000 fois avoir les mains sales d'un travail honnête, que d'avoir l'âme sale de traiter ainsi ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Le silence qui suivit fut absolu. Ce fut comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Le petit sourire de l'ami de Régine s'effaça. Quelques invités ouvrirent la bouche, stupéfaits. Et Régine, l'intouchable Régine de Valois, resta sans voix pour la première fois de sa vie, le doigt toujours pointé en l'air, la bouche entr'ouverte, et les joues empourprées d'un rouge que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler. Personne n'osa respirer. « Toi, bégaya Régine, cherchant une réponse qui ne venait pas. « Comment oses-tu? »« J'ose parce que j'ai de la dignité, » dit Catherine. « C'est la seule chose que l'argent n'a pas pu vous acheter, mademoiselle. Et c'est la seule chose que personne n'a jamais pu me prendre. » Et c'est juste à cet instant, alors que les mots flottaient encore dans l'air comme des cristaux suspendus, qu'une voix grave résonna du haut du grand escalier de marbre. « Que se passe-t-il ici ?» Toutes les têtes se tournèrent. En haut du grand escalier d'or et de marbre, une main appuyée sur la rampe, se tenait Alexandre de Valois, 46 ans, veuf, propriétaire de l'un des groupes d'affaires les plus puissants du pays. Il portait un impeccable costume bleu marine, taillé sur mesure, et son visage aux traits durs portait une expression que personne dans ce salon ne lui avait jamais vue, le trouble absolu. Il avait tout entendu, chaque mot. Il descendit les escaliers lentement, le regard fixé sur la scène, sa fille le doigt levé, le visage décomposé de rage, et face à elle la femme de chambre, sereine, droite, soutenant son regard sans un seul tremblement. « Papa » s'empressa Régine, changeant de ton instantanément, modulant sa voix en un gémissement de victime. « Papa, cette femme m'a manqué de respect devant tout le monde. Elle a gâché la fête. Tu dois la renvoyer tout de suite. » Alexandre ne répondit pas immédiatement. Ses yeux, sombres et perçants, se posèrent sur Catherine, et, un instant, quelque chose d'étrange remua en lui, quelque chose qui dormait depuis des années. Il ne sut pas lui donner de nom. Il savait seulement que cette femme en uniforme, debout au milieu de son salon rempli de gens puissants, avait une dignité qu'il n'avait jamais vue, même chez les hommes les plus riches qui s'asseyaient à sa table. « Est-ce vrai ce que ma fille a dit ?» demanda Alexandre en s'adressant directement à Catherine. « Avez-vous renversé le vin ? C'était un accident, monsieur ?»
répondit-elle. Mademoiselle Ortega m'a bousculé alors que je traversais avec le plateau. Mais si vous estimez que je dois payer, je payerai, même si cela me prend des mois. Nous ne voulons pas de ton argent de mendiante, s'écria Régine. Nous voulons que tu t'en ailles. Régine. La voix d'Alexandre tomba comme un couperet. Silence. L'héritière resta figée. Son père ne lui avait jamais parlé ainsi. Jamais. En 23 ans de vie, Alexandre de Valois ne lui avait jamais élevé la voix devant personne. Ses joues passèrent du rouge de la rage au blanc de l'indignation. « Tu la défends, elle » demanda Régine d'une voix incrédule. « Une domestique plutôt que ta propre fille ?»« Je cherche la vérité » répondit Alexandre. Ce qui n'est pas la même chose. Le salon entier retenait son souffle. Les invités, ces magnats et épouses parfumées qui étaient venus boire le champagne des de Valois, assistaient maintenant à quelque chose de bien plus croustillant que n'importe quelle fête. La faille, la fissure, le premier tremblement dans l'armure de la famille la plus puissante de la ville. Catherine, cependant, ne semblait pas apprécier du tout. Au contraire, elle baissa enfin le regard, non par peur, mais par une sorte de lassitude profonde, et dit d'une voix basse: « Avec votre permission, monsieur, je préfère me retirer à la cuisine. Je ne veux pas être la cause de plus de scandales dans votre maison. Je suis juste venue travailler. » Et elle tourna les talons. Alors qu'elle s'éloignait dans le long couloir de marbre, le dos droit et le pas ferme, quelque chose tomba du tablier, un petit objet métallique qui tinta contre le marbre et roula jusqu'à s'arrêter aux pieds d'Alexandre. Il se baissa et le ramassa. C'était une petite boîte à musique en argent, vieille, au vernis usé, et avec une minuscule ballerine sculptée sur le couvercle, si modeste, si humble, qu'elle détonnait complètement avec tout ce qui l'entourait. L'or, le marbre, les chandeliers de cristal. Alexandre la fit tourner entre ses doigts. À la base, gravée d'une écriture tremblante, se lisait une inscription presque effacée par le temps. Pour ma Lucie, ne cesse jamais de chanter, maman. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Attendez, appela-t-il. Mais Catherine avait déjà disparu derrière la porte de service. Cette nuit-là, bien après que le dernier invité soit parti et que l'hôtel particulier soit redevenu silencieux, Alexandre de Valois resta seul dans son bureau, près de la cheminée, la petite boîte à musique à la main. Il l'ouvrit. Une mélodie fragile et douce, une vieille berceuse, emplit la pièce, et pour la première fois depuis des années, depuis la mort de son épouse, le millionnaire le plus redouté de la ville sentit que quelque chose lui humidifiait les yeux. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait cesser de penser aux mots de cette femme. « Je préfère avoir les mains sales d'un travail honnête que l'âme sale. » Pendant ce temps, dans la chambre de service, une petite fille dormait avec de la fièvre. Lucie avait 6 ans, les cheveux bruns et les joues rouges. Catherine entra sur la pointe des pieds, s'assit au bord du lit étroit et posa une main sur son front trop chaud. Encore une fois, son cœur se serra. Elle savait ce que signifiait cette fièvre qui revenait sans cesse. Elle savait ce que disaient les médecins et elle savait qu'elle n'avait pas l'argent pour le traitement dont sa fille avait besoin. C'est pour cela qu'elle tenait bon. C'est pour cela qu'elle avalait les humiliations, les cris, les mépris. C'est pour cela qu'elle ne répondait pas lorsque Régine l'insultait jour après jour, pour sa fille, seulement pour sa fille. « Maman » murmura Lucie, entr'ouvrant les yeux. « Où est ma boîte à musique ? Je ne peux pas dormir sans la chanson de grand-mère. » Catherine porta la main à la poche vide de son tablier. Son âme s'effondra. « Je l'ai laissée dans le salon, mon amour, » dit-elle en s'efforçant de sourire. « Demain, je la récupère, je te le promets. Endors-toi. Maman te chantera la chanson ce soir. » Et tandis que Catherine chantait à voix très basse la berceuse de sa mère, la voix brisée par les larmes qu'elle ne s'autorisait pas à verser, 2 étages plus haut, dans son bureau, un homme puissant écoutait la même mélodie s'échapper d'une petite boîte en argent, sans savoir encore que ce petit objet était sur le point de changer à jamais le destin de tous ceux qui vivaient sous ce toit. La guerre commençait à peine, et la femme de chambre qui avait fait taire la fille gâtée du millionnaire n'avait pas la moindre idée que cette nuit-là. Elle avait allumé une flamme que personne ne pourrait plus éteindre. 2 mondes sous le même toit. L'hôtel particulier des de Valois s'éveillait toujours à la même heure, 5 heures du matin. Mais ce n'étaient pas les propriétaires qui la réveillaient, mais ceux qui servaient. Catherine était déjà debout depuis 2 heures lorsque le premier rayon de soleil traversa les grandes fenêtres de la salle à manger principale. Elle avait ciré les sols, épousseté les portraits anciens, secoué les rideaux de soie et dressé la table du petit déjeuner avec une précision d'horloger. Elle avait les mains rougies par l'eau froide et une question plantée dans la poitrine depuis la veille au soir. Où était la boîte à musique de sa fille ? « Bonjour ma fille », dit une voix éraillée depuis la porte de la cuisine. Madame Jeannette, la cuisinière, entra en traînant ses pantoufles et en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait 70 ans, les cheveux blancs noués dans une résille et une langue si acérée que, disait-elle elle-même,
Elle pouvait peler une orange à distance. Elle cuisinait dans cette maison depuis 40 ans. Elle avait vu naître Régine, avait enterré la défunte Madame de Valois et connaissait tous les secrets de la famille mieux qu'Alexandre lui-même. « Bonjour, Madame Jeannette. Tu as l'air d'une âme en peine, ma petite. » La vieille femme plissa les yeux. « Raconte à cette vieille ce qui t'arrive, et ne me mens pas. J'ai plus de rides qu'une carte, et toutes viennent de lire les visages. » Catherine soupira et lui raconta l'histoire de la petite boîte. Il n'était pas nécessaire de raconter la nuit précédente. Tout le personnel de maison parlait depuis l'aube du moment où la femme de chambre avait fait taire la fille gâtée devant la moitié du monde. Ah, Madame Jeannette laissa échapper un éclat de rire qui fit trembler les casseroles. Enfin, 40 ans que j'attendais que quelqu'un ferme le bec à cette petite fille mal élevée. Hier soir, j'ai tellement ri dans ma chambre que j'ai failli m'étouffer avec le chocolat chaud. Tu lui as dit ce qu'aucun de nous n'a jamais osé, ma fille. Tu es mon héroïne. Je ne me sens pas du tout héroïne, murmura Catherine. J'ai l'impression d'avoir signé mon renvoi. Allez, la cuisinière fit un geste dédaigneux de la main. Si monsieur voulait te renvoyer, tu serais déjà à la rue. Et regarde, tu es toujours là à épousseter. Cela veut dire quelque chose, ma petite. Cela veut dire bien plus que tu ne le crois. À ce moment-là, une sonnette retentit sur le panneau de service. « La salle à manger » dit Catherine en ajustant son tablier. « C'est l'heure du petit déjeuner. Attention à la vipère » l'avertit Madame Jeannette en baissant la voix. Un serpent blessé mord 2 fois plus fort. Catherine traversa le long couloir et poussa la porte de la salle à manger. Le soleil entrait à flot par les grandes fenêtres, illuminant l'interminable table en acajou, où, à une extrémité, Alexandre de Valois lisait le journal et, à l'autre, Régine picorait un fruit sans entrain, toujours en robe de chambre en soie, avec des lunettes de soleil malgré être à l'intérieur de la maison. L'ambiance était à couper au couteau. « Bonjour », salua Catherine en servant le café d'une main ferme. Alexandre baissa son journal, la regarda, ne dit rien, mais la suivit du regard tandis qu'elle faisait le tour de la table. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de la regarder ce matin-là. Ce n'était plus le regard que l'on dédie à un meuble ou à une ombre, c'était le regard que l'on dédie à une personne. Régine, en revanche, la fusilla du regard par-dessus ses lunettes. « Tiens, tiens, l'héroïne du peuple est toujours là », cracha-t-elle. « Je pensais qu'après la scène d'hier soir, tu aurais eu la décence de démissionner. Mais bien sûr, les gens de ta classe n'ont pas de décence, seulement des besoins. » Régine. Alexandre n'éleva pas la voix, mais le ton fut suffisant. « Quoi ? Maintenant, je ne peux même plus parler dans ma propre maison ?» L'héritière jeta la serviette sur la table. « C'est incroyable. Une domestique m'humilie devant mes amis, et c'est moi le problème. À quel moment, papa? À quel moment es-tu devenu si... » « Quoi ?» demanda-t-il en posant le journal. Régine serra les lèvres. Elle voulait dire quelque chose de cruel, d'irréversible, mais le regard de son père la retint. Au lieu de cela, elle se leva d'un mouvement brusque, renversant le jus d'orange sur la nappe blanche. « Qu'elle nettoie ça », dit-elle avec mépris, désignant le désordre. « C'est pour ça que tu la paies. » Et elle quitta la salle à manger en claquant la porte, faisant vibrer les vitres. Il y eut un silence gênant. Catherine s'approcha silencieusement et commença à nettoyer le jus renversé avec un chiffon. Alexandre l'observa faire. « Tu n'as pas à nettoyer ça, » dit-il soudain. Catherine s'arrêta, surprise. « C'est mon travail, monsieur, je sais, mais tu n'as pas à le faire parce qu'elle te l'ordonne de cette manière. » Alexandre s'éclaircit la gorge comme si les mots lui coûtaient un effort énorme. « Pour ce qui s'est passé hier soir, je tiens à m'excuser. Ma fille n'aurait pas dû vous traiter ainsi et je n'aurais pas dû permettre que cette situation aille aussi loin. » Catherine resta muette. Durant ses années de service, aucun patron ne lui avait jamais demandé pardon, pas une seule fois. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur, » dit-elle enfin. « Vous n'avez rien fait de mal, j'ai permis que cela se produise. C'est déjà quelque chose. » Il la regarda dans les yeux. « Hier soir, vous avez laissé tomber quelque chose, une petite boîte à musique. » Le cœur de Catherine fit un bond. « Oui, vous l'avez trouvée, monsieur. Elle est très importante pour moi. Elle appartenait à ma mère et ma fille ne peut pas dormir sans sa mélodie. Votre fille ?» Alexandre fronça les sourcils. « Elle vit ici dans la maison, dans la chambre de service. Monsieur, elle a 6 ans, elle s'appelle Lucie. » Catherine hésita, mesurant ses mots. « Je sais que ce n'est pas permis. Et si vous voulez que... » « C'est permis, » l'interrompit-il. « Je n'avais pas réalisé que vous aviez une fille. » Quelque chose remua dans sa mémoire, un écho de sa propre vie, de sa propre petite fille courant dans ses couloirs il y a tant d'années, quand elle riait encore. « Je vous rendrai la boîte. Je l'ai dans mon bureau. Merci, monsieur. Vous ne savez vraiment pas ce que cela signifie pour nous. » Alexandre hocha la tête, se leva, et avant de partir, s'arrêta à la porte. Sans se retourner, il dit « Ce que vous avez dit hier soir, sur les mains sales et l'âme propre. » Il fit une pause. J'y ai pensé toute la nuit. Et il partit, laissant Catherine avec le chiffon à la main,
et le cœur battant d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Cet après-midi-là, tandis que Catherine étendait le linge dans la cour arrière, une ombre élégante s'approcha par le jardin. Ce n'était pas Alexandre, c'était Régine, et elle avait ce sourire dangereux de celle qui a comploté pendant des heures. « Tu te crois très maligne, n'est-ce pas ?» dit-elle en s'approchant, les bras croisés. « Tu crois que parce que mon père a eu pitié de toi hier soir, ta vie est réglée? Laisse-moi te dire une chose. Femme de ménage. » Elle se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Catherine. « C'est ma maison, mon nom de famille, mon héritage, et je vais m'assurer que toi et cette morveuse malade que tu caches dans la chambre de service finissiez à la rue, là où est votre place. Tes jours sont comptés. » Catherine cessa d'étendre le linge, se tourna lentement et regarda Régine dans les yeux sans peur, mais avec une immense tristesse. « Pourquoi me haïssez-vous autant, mademoiselle ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je ne vous ai jamais rien fait. La seule chose que je veux, c'est travailler et nourrir ma fille. Qu'ai-je fait pour mériter tant de mépris ?» La question sembla désarmer Régine un instant. Quelque chose traversa ses yeux, du doute, de la douleur, mais cela s'évanouit aussitôt, enseveli sous des couches d'orgueil. « Tu n'as rien besoin de faire, » répondit Régine froidement. « Ta seule existence m'agace. » Et elle tourna les talons, s'éloignant parmi les rosiers de son pas de reine. Ce que Catherine ne pouvait pas voir, c'était ce qui se cachait derrière ce venin. Régine de Valois ne haïssait pas la femme de chambre pour ce qu'elle était, elle la haïssait pour ce qu'elle avait, une fille qui la regardait avec amour, une dignité que l'argent n'achète pas, et l'attention d'un père qui, à elle, la vraie fille, avait manqué toute sa vie depuis la mort de sa mère. Et Alexandre s'était enterré dans le travail pour ne pas affronter la douleur. Cette nuit-là, Madame Jeannette trouva Catherine assise sur les marches de la cuisine, regardant les étoiles. « Je te l'avais dit, ma petite », dit la vieille femme en s'asseyant à côté d'elle avec 2 tasses de chocolat chaud. « Le serpent est blessé et maintenant il va vouloir mordre. »« Je n'ai pas peur de Régine, » répondit Catherine. « J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à ma Lucie pour me blesser. » Madame Jeannette lui passa un bras autour des épaules. « Écoute-moi bien, ma petite. Je suis dans cette maison depuis 40 ans et j'ai tout vu passer. Mais il y a quelque chose que j'ai appris. Le mal fait beaucoup de bruit, mais il trébuche toujours sur sa propre méchanceté. Fais ton travail, prends soin de ta fille et garde l'âme propre. Comme tu l'as dit toi-même, le temps s'occupe du reste, et ce vieux cœur me dit que quelque chose est en train de changer dans cette maison, quelque chose de grand. » En haut, dans son bureau, Alexandre de Valois regardait par la fenêtre vers la cour, éclairée par la lune, la petite boîte à musique ouverte sur son bureau, jouant doucement. Il pensait à une petite fille avec de la fièvre qu'il ne connaissait pas. Il pensait à une femme qui nettoyait ses sols et qui, pourtant, avait plus de noblesse que tous les gens qui s'asseyaient à sa table. Et il pensait surtout à une question qu'il évitait depuis des années. En quoi sa famille était-elle devenue? En quoi était-il devenu lui-même? Il ne le savait pas encore, mais il était sur le point de le découvrir car le lendemain, un bijou très précieux allait disparaître de la chambre de la défunte Madame de Valois, et le nom de Catherine Moreau serait le premier à être prononcé. Le cri qui coupa le matin cette fois ne fut pas celui de Régine, mais celui d'Alexandre de Valois. Il a disparu. Quoi? Sa voix résonna dans tout l'hôtel particulier, descendit l'escalier de marbre, traversa les couloirs et atteignit la cuisine, où Catherine laissa tomber le couteau avec lequel elle pelait les pommes de terre. Quelque chose dans ce cri lui hérissa la peau. Au 2e étage, devant la chambre qui avait appartenu à la défunte Madame de Valois, une chambre que personne ne touchait, conservée comme un sanctuaire depuis des années, Régine tenait un coffret de velours ouvert et vide, le visage contracté en une grimace d'horreur, parfaitement répétée. « Le collier de maman, papa », sanglota-t-elle. « Le collier d'émeraude que tu lui as offert pour son dernier anniversaire n'est plus là. Quelqu'un est entré et l'a volé. » Alexandre pâlit. Ce collier n'avait pas de prix, non pas pour sa valeur, qui était énorme, mais parce que c'était la dernière chose qu'il avait offerte à son épouse avant que la maladie ne l'emporte. C'était un morceau de sa mémoire. « Qui entre dans cette chambre ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'une fureur contenue. « Personne n'a la permission d'entrer ici. Personne. Seulement le personnel de nettoyage, monsieur, » dit le maître d'hôtel, qui était venu à cause du scandale, pour épousseter une fois par semaine. « Et qui a nettoyé ici cette semaine ?» Le maître d'hôtel déglutit. Régine, derrière son père, esquissa un sourire invisible. « Catherine, monsieur, la nouvelle, était ici hier après-midi, toute seule. » Le silence tomba comme une guillotine. « Amenez-la » ordonna Alexandre. Quand Catherine monta les escaliers, s'essuyant les mains sur son tablier, sans comprendre ce qui se passait, elle trouva toute la famille et le personnel réunis dans le couloir, la regardant. Les regards ne mentaient pas. Ils l'avaient déjà jugée, déjà condamnée. Il ne manquait que la sentence. « Catherine » dit Alexandre, et il eut du mal à prononcer son nom. Un collier très précieux a disparu de cette chambre.
Vous avez été la seule personne à être ici hier. J'ai besoin que vous me disiez la vérité. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Catherine sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Non, monsieur, répondit-elle, et sa voix ne trembla pas. J'ai nettoyé cette chambre hier. C'est vrai, j'ai épousseté, j'ai rangé les portraits, et je suis parti. Je n'ai touché aucun bijou. Je n'ai ouvert aucun coffre. Je vous jure sur ma fille que je ne sais rien de ce collier. Menteuse, s'écria Régine, faisant un pas en avant, les yeux pleins de larmes feintes. Bien sûr que c'est toi, une femme de ménage affamée avec une fille malade qui a besoin de médicaments. Qui d'autre volerait? C'est évident. Fouillez sa chambre, fouillez ses affaires. Je parie que le collier est caché parmi ses chiffons. Un murmure d'approbation parcourut le personnel. La logique de Régine était cruelle, mais elle sonnait convaincante. La pauvre, la nécessiteuse, la désespérée. N'est-ce pas toujours le plus pauvre, le premier suspect? Catherine regarda Alexandre dans les yeux, et ce qu'elle y vit lui brisa le cœur. Le doute, après les excuses, après la petite boîte à musique, après tout, le millionnaire doutait d'elle. « Fouillez ma chambre, monsieur », dit Catherine avec dignité. « Fouillez tout ce que je possède. Ce n'est pas grand-chose. Je n'ai rien à cacher. » Ils montèrent tous à la chambre de service, et là, Lucie était assise sur le lit étroit, serrant un ours en peluche usée, regardant de ses grands yeux effrayés tous ces gens étranges qui envahissaient son petit monde. Quand le maître d'hôtel commença à vider le seul tiroir de Catherine, la petite fille éclata en sanglots. « Maman, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi jette-t-il nos affaires ?»« Calme-toi, mon amour, » dit Catherine en s'agenouillant pour la prendre dans ses bras. « Ce n'est rien, ils cherchent quelque chose. Ils vont bientôt partir. Ils ont tout fouillé. Le tiroir, le matelas, la vieille valise sous le lit, les poches des 2 uniformes. Ils ont sorti les quelques affaires qui tenaient dans cette chambre misérable et les ont éparpillées sur le lit. Un chapelet usé, une photographie décolorée de Catherine serrant un jeune homme, le père de Lucie, décédé, une enveloppe avec des reçus d'hôpital impayés et un flacon presque vide des médicaments de la petite fille. Chaque objet racontait une histoire de pauvreté digne, de sacrifice d'une femme qui arrivait à peine à survivre, mais aucune trace d'un collier d'émeraude. « Il n'est pas ici, monsieur », répéta le maître d'hôtel, mal à l'aise, en remettant maladroitement les choses à leur place. Madame Jeannette, qui était montée voir ce qui se passait, croisa les bras sur le seuil de la porte et dit de sa voix éraillée « Bien sûr qu'il n'est pas là, cette petite est incapable de voler même une miette de pain, et tout le personnel le sait. Ici, le seul vol, c'est celui de l'audace de l'accusé sans preuve. » Et elle planta un regard de feu sur Régine, qui préféra faire comme si elle ne l'entendait pas. Rien, il n'y avait aucun collier d'émeraude. « Il n'est pas ici, » dit le maître d'hôtel, déconcerté. Régine fronça les sourcils. Cela n'était pas dans son plan. Eh bien, elle l'aura caché ailleurs, ou elle l'a déjà vendu. Ces femmes sont très malignes, papa. Ne te laisse pas tromper par son visage innocent. Alexandre regarda Catherine, agenouillée au sol, serrant sa fille qui pleurait, entourée de ses pauvres affaires éparpillées sur le sol, et quelque chose en lui se rebella contre tout ce qu'il voyait. « Ça suffit, dit-il. C'est terminé pour l'instant. »« Pour l'instant » hurla Régine. « Papa, elle a volé le collier de maman. Appelle la police, qu'elle l'arrête. Je n'ai aucune preuve qu'elle l'ait pris, » répondit Alexandre avec fermeté. « Et je ne vais pas détruire la vie d'une personne, ni séparer une mère de sa fille, sur la base de soupçons. Dans cette maison, tant que je vivrai, les choses se feront avec justice. Je vais enquêter sur cette affaire de fond en comble, et quand je connaîtrai la vérité, j'agirai en conséquence, quel que soit le coupable. » Régine devint livide. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle s'attendait à voir la femme de chambre traînée par la police, pleurant, suppliant, vaincue. Au lieu de cela, son père la défendait. « Encore une fois, tu es aveuglée, » murmura Régine entre ses dents. « Cette femme t'a ensorcelée. » Et elle sortit furieuse. Cette nuit-là, Catherine ne put dormir. Assise à côté du lit de Lucie, elle repassait sans cesse ce qui s'était passé. Elle savait qu'elle était innocente, mais elle savait aussi que l'innocence ne suffit pas toujours quand le puissant veut vous voir tomber. Et Régine voulait la voir tomber de toute son âme. « Maman, » murmura Lucie, toujours éveillée. « Pourquoi cette jolie dame nous déteste-t-elle autant ?» Catherine lui caressa les cheveux. « Elle ne nous déteste pas, ma vie. Elle est en colère. Et parfois, les gens qui sont très tristes à l'intérieur font de mauvaises choses à l'extérieur. Mais nous ne serons pas comme ça, n'est-ce pas? Nous continuerons à être bonnes quoi qu'il arrive, même si on nous traite mal. Même si on nous traite mal, parce qu'être bonne n'est pas une faveur que nous faisons aux autres, mon amour. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. » Lucie hocha la tête, satisfaite de la réponse, et se blottit contre sa mère. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est qu'à cet instant précis, 2 étages plus haut, Alexandre de Valois avait commencé son enquête et l'avait fait d'une manière inattendue en consultant les caméras de sécurité de l'hôtel particulier. Assis seul dans son bureau devant l'écran,
Le millionnaire avançait les enregistrements de la veille. Il vit Catherine entrer dans la chambre de sa défunte épouse à 6 heures. Il la vit époustée, ranger les portraits avec un soin presque révérencieux, et même s'arrêter un instant devant la photographie de Madame de Valois et faire le signe de croix en signe de respect. Il la vit sortir à 16h30 les mains vides, refermant la porte doucement. Elle n'avait touché aucun coffre. Alexandre fronça les sourcils et continua d'avancer l'enregistrement. 17h, 18h, 19h, le couloir vide. Et puis, à 20h17, une silhouette apparut à l'écran. Une silhouette qu'il connaissait très bien, une silhouette qui ouvrit la porte de la chambre interdite. Elle entra d'un pas assuré et ressortit 3 minutes plus tard, rangeant quelque chose de brillant dans la poche de sa robe de chambre en soie. Le visage d'Alexandre s'assombrit. La caméra ne mentait pas, mais avant qu'il ne puisse traiter ce qu'il venait de voir, son téléphone sonna. C'était un appel de son associé concernant une affaire urgente de l'entreprise. Un nouveau nom apparut dans la conversation. Un nom qui se répéterait les jours suivants. Un jeune entrepreneur charmant et ambitieux nommé Damien Lemaire, qui avait commencé à fréquenter Régine et qui, selon les rumeurs, planifiait déjà quelque chose de bien plus grand qu'une simple liaison. Alexandre éteignit l'écran des caméras. Il avait la preuve entre les mains, mais décida d'attendre. Il décida d'observer, car un homme sage ne montre pas ses cartes trop tôt, et parce qu'au fond, une partie de lui refusait encore de croire ce que ses propres yeux venaient de voir. Pendant ce temps, dans la chambre de service, Catherine fermait enfin les yeux, sans savoir que la vérité avait commencé à éclater, sans savoir que la caméra l'avait innocentée, et sans imaginer que l'innocence qu'elle défendait tant était sur le point d'être confirmée par la bouche la plus petite et la plus inattendue de tout l'hôtel, particulier, celle d'une petite fille de 6 ans, car le lendemain, Lucie Moreau rencontrerait Alexandre de Valois et rien ne serait plus pareil. Ce fut le destin, ou peut être l'innocence, qui fit que ce matin-là, Lucie s'échappa de la chambre de service. Catherine s'était endormie quelques minutes à peine, vaincue par la fatigue de 3 nuits sans sommeil. Et la petite fille, ennuyée et curieuse, ouvrit la porte et sortit explorer ce palais immense qui était sa nouvelle maison. Elle marcha pieds nus dans les couloirs de marbre, émerveillée par les plafonds très hauts, les tableaux géants, les lustres de cristal qui pendaient comme des cascades de lumière. Et ainsi, sans le vouloir, elle arriva jusqu'au jardin d'hiver, où un homme grand et sérieux prenait son café du matin, seul, lisant des documents. Alexandre leva les yeux et la vit. Une petite fille en chemise de nuit, les cheveux ébouriffés et un ours en peluche pendant d'une main. « Bonjour », dit Lucie, sans la moindre peur. « Vous êtes le propriétaire de cette si grande maison ?» Alexandre, qui de son vivant intimidait des hommes d'affaires d'un seul regard, se retrouva désarmé devant cette créature. « Oui », répondit-il en posant les documents. « C'est moi. Et toi, qui es-tu ?»« Je suis Lucie. Ma maman nettoie votre maison. » La petite fille s'approcha sans timidité et s'assit sur la chaise en face de lui, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. « Votre maison est très jolie, mais elle est un peu triste. » « Triste ?» Alexandre haussa un sourcil. « Pourquoi dis-tu qu'elle est triste ?»« Parce qu'il n'y a pas de rire, » répondit Lucie avec la logique implacable des enfants. « Dans les maisons heureuses, il y a toujours des rires. Ici, il n'y a que le silence. Vous n'avez personne avec qui rire. » La question frappa Alexandre à un endroit très profond. Personne ne l'avait fait rire depuis des années. Depuis la mort de son épouse, la maison s'était remplie d'un silence épais et sa fille Régine et lui étaient devenus 2 étrangers partageant un même nom. « Avant, il y avait des rires, » dit-il à voix basse. « Il y a très longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont partis avec une personne qui n'est plus là. » Lucie le regarda de ses yeux énormes et compréhensifs. « Moi aussi, j'ai perdu une personne. Mon papa est parti au ciel quand j'étais bébé. Maman dit que les personnes qui vont au ciel ne s'en vont pas complètement, qu'elles restent dans les beaux souvenirs. » Elle fit une pause. « Vous avez de beaux souvenirs de votre personne ?» Alexandre sentit un nœud dans la gorge. Cet enfant, en 2 minutes, avait touché des blessures qu'il évitait depuis une décennie. « Oui », murmura-t-il. « Beaucoup. Comment s'appelait-elle » demanda Lucie, posant son menton sur ses petites mains. « Béatrice », répondit Alexandre, et il fut surpris de voir à quel point cela lui faisait peu mal de prononcer ce nom à voix haute pour la première fois depuis des années. Elle s'appelait Béatrice, et elle adorait les fleurs. C'est pourquoi j'ai fait construire ce jardin d'hiver, pour qu'il y ait toujours des fleurs, même quand elle ne serait pas là. « Que c'est beau », dit Lucie, regardant autour d'elle les orchidées et les rosiers qui fleurissaient sous la coupole de verre. « Alors, ce jardin est comme un grand souvenir, n'est-ce pas? Un souvenir que l'on peut toucher. » Alexandre la regarda longuement. Cet enfant voyait des choses que les adultes, avec tout leur argent et leur éducation, avaient cessé de voir depuis longtemps. « Oui, » dit-il à voix basse, « c'est exactement ça. Alors, vous n'êtes pas si seul, » conclut Lucie avec un sourire. « Les souvenirs vous tiennent compagnie,
Et maintenant vous avez aussi moi comme ami, si vous voulez. Je suis une très bonne amie, je prête mes crayons à tout le monde. » Pour la première fois en une décennie, un rire sincère, doux, mais véritable, échappa aux lèvres d'Alexandre de Valois. À ce moment-là, Catherine apparut en courant dans le couloir, le visage décomposé d'angoisse. « Lucie, ma fille, tu ne peux pas courir dans la maison. » Elle la prit par la main et se tourna vers Alexandre, terrifiée. « Monsieur, je vous demande 1000 pardons. Elle s'est échappée pendant que je dormais. Cela ne se reproduira plus. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. » Je ne suis pas fâché, l'interrompit Alexandre. Et à la surprise de Catherine, il y avait une nouvelle douceur dans sa voix. « Au contraire, votre fille est extraordinaire. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu une conversation aussi honnête. » Catherine cligna des yeux sans savoir quoi dire. « Maman, monsieur est triste parce qu'une personne est partie au ciel comme nous, expliqua Lucie. Je lui ai dit que les souvenirs lui tiennent compagnie. N'est-ce pas, mon amour ?» répondit Catherine, les yeux humides. Et puis, il se passa quelque chose qui changea le cours de tout. Lucie, voyant sur la table la petite boîte à musique en argent qu'Alexandre avait descendue de son bureau ce matin-là, décidée à la lui rendre, lâcha la main de sa mère et courut vers elle avec un cri de joie. « Ma petite boîte, la chanson de grand-mère !» Elle la serra contre sa poitrine. « Maman, monsieur l'a trouvée !» Alexandre observa la scène. La petite fille serrant cet humble objet avec plus de bonheur qu'il n'en avait vu chez sa propre fille serrant des bijoux valant des milliers d'euros. Et quelque chose s'éclaircit complètement dans son esprit. « Cette petite boîte, dit-il, est-elle vraiment si importante pour vous ? C'est la seule chose qui me reste de ma mère, monsieur, répondit Catherine. Elle me l'a chantée quand j'étais petite dans notre village et je la chante à Lucie. Elle n'a de valeur pour personne d'autre, mais pour nous, elle vaut plus que tout l'or du monde. » Alexandre hocha la tête lentement. Il pensa au collier d'émeraude. Il pensa au coffre vide. Il pensa à l'enregistrement des caméras et comprit avec une clarté douloureuse la différence abyssale entre la femme qu'il avait en face de lui, capable de chérir une boîte en fer-blanc par amour, et la personne qui avait volé un collier inestimable par pure méchanceté. « Catherine, dit-il, je veux que vous sachiez quelque chose. Je sais déjà qui a pris le collier de mon épouse. » Catherine retint son souffle. « Et ce n'était pas vous, continua-t-il. Je le sais avec certitude. Les caméras de sécurité ont tout enregistré. Je vous dois des excuses pour avoir douté, même un seul instant. Je suis désolé. » Les yeux de Catherine se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'un immense soulagement, d'une gratitude qui ne tenait pas dans sa poitrine. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi que vous me croyez. Les gens comme nous n'ont presque jamais personne pour les croire. »« Eh bien, moi, je vous crois, » dit Alexandre avec fermeté, « et à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans cette maison. » Ce même après-midi, Alexandre convoqua Régine dans son bureau. Il lui montra, sans dire un mot, l'enregistrement des caméras. Elle-même, à 27, entrant dans la chambre de sa mère et sortant avec le collier dans la poche. Régine pâlit, mais fidèle à sa nature, elle ne s'effondra pas. Elle leva le menton avec arrogance. « Et alors, dit-elle, c'est le collier de ma mère. J'ai plus de droit que quiconque de l'avoir. Je l'ai juste gardé. Ce n'est pas un vol. Tu l'as caché pour accuser une femme innocente, répondit Alexandre avec une déception qui pesait plus que n'importe quel cri. Tu as voulu détruire une mère et laisser une petite fille sans sa maman. Juste à cause de ton orgueil blessé. Cela, Régine, n'est pas un caprice. C'est de la cruauté, et je ne la tolérerai pas. Elle t'a ensorcelé, éclata Régine. D'abord tu la défends, puis tu la crois, maintenant tu la protèges. Ne te rends-tu pas compte de ce que cela donne, papa? Les gens vont parler, une domestique et toi. Les gens qui comptent parlent de ce que l'on fait, pas de ce que l'on possède, répondit Alexandre. Et ce que tu viens de faire me fait plus honte que n'importe quelle rumeur. Tu vas remettre le collier à sa place, et tu vas t'excuser auprès de Catherine. Jamais. Régine se leva, furieuse. Je préfère mourir plutôt que de demander pardon à cette mendiante. Et elle sortit en claquant la porte. Ce que Régine fit ensuite marqua le chapitre suivant de cette guerre. Elle prit son téléphone et appela la seule personne qui, dans son monde de solitude et d'orgueil, semblait la comprendre. Damien Lemaire, le jeune entrepreneur charmant qui l'avait courtisé avec des mots doux et des promesses brillantes. Damien, dit-elle entre des larmes de rage, « J'ai besoin de te voir. Mon père est devenu fou. Il met une domestique au-dessus de sa propre fille. J'ai besoin que tu m'aides à récupérer ce qui est à moi. » De l'autre côté de la ligne, Damien sourit. Un sourire que Régine ne pouvait pas voir, un sourire de requin qui sent le sang dans l'eau. « Calme-toi, mon amour, » répondit-il d'une voix veloutée. « Je serai toujours de ton côté. Personne ne te prendra ce qui t'appartient. Raconte-moi tout, absolument tout, sur ton père, sa fortune et ses affaires, et laisse-moi faire. » Et tandis que Régine, aveuglée par la rage,
racontait à cet homme chaque détail de l'empire de Valois, elle ne se rendait pas compte qu'elle ouvrait la porte au vrai loup, non pas à l'humble femme de chambre qui s'occupait de sa fille malade, mais à un prédateur qui, depuis les ombres, avait déjà jeté son dévolu sur bien plus qu'un collier d'émeraude. Dans la cuisine, Madame Jeannette servit un plat chaud à Lucie et fit un clin d'œil à Catherine. « Tu vois, ma fille, je te l'avais dit, le mâle fait beaucoup de bruit, mais il trébuche seul. Aujourd'hui, tu as gagné une bataille, mais écoute-moi bien. » Elle baissa la voix en regardant vers le couloir. « La vraie guerre va à peine commencer, et ça sent que ça vient de l'extérieur. » Catherine serra sa fille dans ses bras et regarda par la fenêtre le coucher de soleil qui teignait d'or les jardins de l'hôtel particulier. Elle ne savait pas à quel point la vieille femme avait raison. Ce fut à l'aube que le cri de Catherine réveilla tout l'hôtel particulier. « Au secours, s'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Ma fille ne respire pas bien. » Lucie brûlait de fièvre. Son petit corps était secoué de frissons. Ses lèvres avaient pris une teinte bleutée et elle respirait avec un sifflement angoissé, comme si l'air lui échappait entre les doigts. Catherine la tenait dans ses bras, désespérée, ne sachant que faire, le cœur brisé en 1000 morceaux. « Lucie, mon amour, reste avec moi. Regarde-moi, ma fille. Regarde-moi. » Madame Jeannette fut la première à arriver en chemise de nuit, une bougie à la main. Un seul regard suffit pour comprendre la gravité. « C'est grave, ma petite. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. »« Je n'ai pas d'argent, Madame Jeannette, » sanglota Catherine. « L'hôpital m'a demandé une avance la dernière fois, et je n'ai pas pu payer. Je ne sais pas quoi faire, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. » Et puis une voix ferme résonna depuis la porte. « Je sais quoi faire. » C'était Alexandre. Il était descendu en pyjama, les cheveux en bataille et le visage tendu. Il s'approcha en deux grandes enjambées, regarda la petite fille et prit une décision sans hésiter. « Donnez-la-moi, dit-il en tendant les bras. Ma voiture est prête dans 30 secondes. Je connais le directeur du meilleur hôpital de la ville. J'appellerai en chemin. Nous n'allons pas perdre une minute. Monsieur, je ne peux pas payer, bégaya Catherine entre les larmes. Je n'ai pas demandé si vous pouviez payer, répondit Alexandre en prenant Lucie dans ses bras, avec une délicatesse surprenante pour un homme si imposant. J'ai dit que nous allions à l'hôpital maintenant, monter dans la voiture. Et ainsi, en pleine nuit, le millionnaire le plus puissant de la ville traversa les rues vides à toute vitesse, avec une petite fille malade sur le siège arrière, sa mère pleurant à ses côtés et le téléphone collé à l'oreille, donnant des ordres pour que la meilleure équipe médicale les attende à l'entrée des urgences. Les heures à l'hôpital furent éternelles. Catherine faisait les 100 pas dans la salle d'attente, se tordant les mains, priant à voix basse. Alexandre restait assis en silence, les coudes sur les genoux et le regard perdu. Il ne partit pas. Il aurait pu s'en aller. Il avait fait son devoir de les emmener. Il avait payé. Il avait fait plus que suffisant. Mais il ne bougea pas de là. Il resta pour elle, pour la petite fille. « Vous devriez aller vous reposer, monsieur, » dit Catherine enfin d'une voix rauque. « Vous avez déjà fait trop pour nous. Je ne pourrai jamais vous rembourser ce que... » « Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas qu'elle va bien, » l'interrompit-il. « Et je ne veux pas que vous me remboursiez quoi que ce soit. » Il fit une pause en regardant ses mains. « Vous savez, quand ma femme est tombée malade, j'avais tout l'argent du monde, les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs traitements. Et pourtant, je n'ai pas pu la sauver. J'ai appris alors que l'argent ne sert à rien si on ne l'utilise pas pour la seule chose qui compte, prendre soin des gens. Aujourd'hui, je peux aider votre fille, et cela, Catherine, donne un sens à toute ma fortune. » Catherine le regarda, les yeux pleins de larmes. Dans cet homme, que tous craignaient pour son pouvoir et sa froideur, elle découvrait une noblesse profonde, cachée sous des années de deuil et de solitude. À l'aube, le médecin sortit enfin. « La petite fille est stable, » annonça-t-il. « Vous êtes arrivés juste à temps. 1 heure de plus et l'histoire aurait été différente. Mais il y a quelque chose dont nous devons parler. » Son visage devint grave. Lucie souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Elle est traitable, voire opérable, mais elle nécessite une chirurgie spécialisée et un traitement coûteux. Sans cela, ces épisodes se répéteront et seront de plus en plus dangereux. Catherine sentit le monde s'effondrer. Elle connaissait le problème cardiaque de sa fille. Elle travaillait comme une bête depuis des années pour réunir l'argent de cette opération qu'elle n'arrivait jamais à payer. « Combien cela coûte-t-il » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le médecin mentionna un chiffre. Un chiffre impossible, un chiffre que Catherine n'aurait pas réuni en 20 ans de nettoyage de sol. Catherine porta les mains à son visage et s'effondra sur une chaise, vaincue. « Faites-le » dit alors Alexandre, en s'adressant au médecin. Catherine leva la tête, incrédule. « Quoi ?»« L'opération » répéta Alexandre calmement. « Programmez-la dès que possible, avec le meilleur chirurgien. Je couvrirai toutes les dépenses, absolument toutes. Monsieur, non, je ne peux pas accepter cela. » Catherine se leva, tremblante. « C'est trop. C'est une fortune. Je n'ai pas les moyens de vous rembourser. Que vont penser les gens? Que va penser votre fille? Non, monsieur, s'il vous plaît, je ne peux pas. »
Alexandre la prit doucement par les épaules et la regarda dans les yeux. « Catherine, écoutez-moi bien. Ce n'est pas une aumône, c'est la vie d'une enfant, la vie de Lucie. Allez-vous vraiment laisser votre orgueil s'interposer entre votre fille et sa santé? Je l'ai perdue. J'ai perdu la personne que j'aimais le plus parce que la médecine n'a pas suffi. Vous avez l'occasion de ne pas perdre la vôtre. Laissez-moi vous aider, non pas par pitié, mais par… » Il hésita cherchant le mot, par humanité, par quelque chose que je croyais mort en moi et que votre fille, avec ses questions d'enfant, a réveillé. Catherine éclata en sanglots, mais cette fois ce n'était pas des larmes de douleur, mais d'un soulagement si grand qu'il secouait son âme entière. Elle se couvrit la bouche de ses mains, incapable de parler, et ne put qu'acquiescer encore et encore, tandis que les larmes coulaient sur ses joues. « Merci », réussit-elle enfin à dire. « Que Dieu vous bénisse, monsieur, que Dieu vous bénisse 1000 fois. » Et dans ce couloir d'hôpital, sous la lumière froide de l'aube, quelque chose d'invisible se scella entre ces deux êtres si différents. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était la graine de quelque chose. Du respect, de la tendresse, une connexion que ni la différence de classe ni l'argent ne pouvaient expliquer. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'à des kilomètres de là, dans un appartement de luxe, une autre conversation très différente avait lieu. Il a passé la nuit dehors avec la domestique. La voix de Damien Lemaire était douce, mais à l'intérieur il bouillonnait de calculs. « Mon amour, ne te rends-tu pas compte de ce qui se passe? Ton père perd la tête pour cette femme. Et quand un homme riche perd la tête pour quelqu'un, tu sais ce qui vient après? Le testament, les propriétés, l'entreprise, tout ce qui devrait être à toi finira entre les mains d'une femme de ménage et de sa fille malade. » Régine, assise sur le canapé, un verre de vin à la main, sentit le poison de ces mots lui pénétrer jusqu'aux os. « Je ne le permettrai pas, » dit-elle en serrant le verre. « Bien sûr que non, » ronronna Damien en s'asseyant à côté d'elle et en lui caressant les cheveux. « Et je vais t'aider à ce que cela n'arrive pas. Fais-moi confiance. Toi et moi, ensemble, nous sommes imparables, Régine. J'ai juste besoin que tu me donnes accès à certains documents de ton père. Des informations sur les affaires, les comptes, les contrats, ces choses ennuyeuses, pour protéger tes intérêts, pour m'assurer que cette femme ne te vole pas ce qui est à toi. » Régine le regarda. Une très petite partie d'elle, cette partie enfouie sous des années de solitude, sentit que quelque chose n'allait pas, que Damien posait trop de questions sur l'argent et trop peu sur elle. Mais elle était si seule, si blessée, si avide que quelqu'un soit de son côté, qu'elle fit taire cette voix intérieure. « Je te procurerai les documents, » dit-elle. Damien sourit et l'embrassa sur le front. Mais dans ses yeux, si Régine avait su regarder, il n'y avait pas d'amour. Il y avait la faim froide et patiente du prédateur qui a déjà repéré sa proie et n'attend que le moment de refermer ses mâchoires. Quelques jours plus tard, Lucie retourna à l'hôtel particulier. L'opération était prévue pour 2 semaines plus tard et, en attendant, la petite fille reprenait des forces. La maison commença peu à peu à se transformer. Là où il y avait eu le silence, on entendait parfois les rires d'une enfant courant dans les jardins. Alexandre, à la surprise de tous, commença à rentrer plus tôt du bureau. Il s'asseyait dans le jardin d'hiver pour écouter Lucie raconter ses histoires inventées, tandis que Catherine les observait de loin avec une chaleur nouvelle dans le cœur. Madame Jeannette remarquait tout depuis la cuisine avec son sourire de vieille femme sage. « Tu vois ma fille ?» lui dit-elle un après-midi alors qu'elles pétrissaient ensemble le pain. « Je t'avais dit que quelque chose de grand était en train de changer dans cette maison. Monsieur est mort-vivant depuis 10 ans et regarde comme il revit grâce à toi et à cette petite. Ne dites pas cela, Madame Jeannette, » répondit Catherine en rougissant. « Monsieur est seulement bon avec nous, rien de plus. » Ah, la vieille femme haussa un sourcil avec espièglerie. « Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Ces yeux avec lesquels il te regarde ne sont pas seulement de la bonté, ma petite. Mais enfin, le cœur sait ce que l'orgueil tait. » Catherine ne répondit pas, mais cette nuit-là, en chantant la berceuse à Lucie, avec la petite boîte à musique, elle se surprit à penser à Alexandre, à sa voix grave, à la façon dont il avait porté sa fille dans ses bras, à la façon dont, pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus aussi seule au monde. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que pendant qu'elle rêvait d'un avenir meilleur, dans l'ombre de cette même maison se tissait une toile d'araignée, et que très bientôt Régine et Damien déclencheraient un plan si cruel qu'il mettrait à l'épreuve non seulement sa dignité, mais aussi l'amour qui commençait à peine à naître, la tentation de partir. Le plan de Régine et Damien était vénéneux dans sa simplicité. S'ils ne pouvaient pas chasser Catherine par la force, il la détruirait par la calomnie. Tout commença un matin lorsque Catherine entra dans la salle à manger pour servir le petit déjeuner et trouva une enveloppe à sa place sur la table de service. À l'intérieur, il y avait une liasse épaisse de billets et une note dactylographiée. « Merci pour vos services et pour tenir compagnie à monsieur. Voici votre récompense. Soyez discrète. » Catherine eut des nausées. Elle comprit immédiatement le piège. Quelqu'un voulait la faire passer pour une femme qui se vendait.
pour une opportuniste qui séduisait le patron par appât du gain, et ce quelqu'un avait un nom et un prénom. Mais le pire était à venir. Ce même après-midi, lors d'un repas où Alexandre avait invité plusieurs partenaires importants, Régine laissa tomber son venin avec la froideur d'un serpent. « Papa, que tu es généreux avec le personnel dernièrement, dit-elle à voix haute, s'assurant que tous les invités entendent. Tu as payé une opération très chère pour la fille de la femme de chambre. Tu lui donnes ton temps, même des enveloppes d'argent. » Elle fit une pause théâtrale. « Les gens commencent déjà à parler, tu sais. Ils disent des choses très vilaines. Ils disent que cette femme est entrée dans cette maison pour t'épouser, qu'elle utilise sa fille malade pour attendrir ton cœur et ton portefeuille. » Un silence gênant s'étendit sur la table. Les partenaires échangèrent des regards. Catherine, qui à ce moment-là servait le vin, resta figée, la carafe tremblante à la main. Régine, avertit Alexandre, la mâchoire tendue. « Je ne fais que répéter ce que tout le monde pense, papa, » continua-t-elle avec une fausse innocence. « C'est pour ton bien. Je ne veux pas qu'une arriviste profite de ta noblesse. Où vas-tu me dire que tu ne lui as pas laissé une enveloppe d'argent ce matin ?»« Je n'ai laissé aucune enveloppe, » répondit Alexandre en fronçant les sourcils. « Ah non ?» Régine sourit. « Eh bien, c'est étrange, car elle en a une. Demande-lui. Demande-lui combien on lui a payé pour ses services. » Tous les regards se tournèrent vers Catherine. Elle sentit le poids de ses yeux comme des braises sur sa peau. Lentement, elle posa la carafe sur la table, sortit de la poche de son tablier l'enveloppe qu'elle avait trouvée le matin et la plaça devant Alexandre. « Ceci est apparu aujourd'hui à ma place, monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, bien qu'elle tremblât intérieurement, avec une note infâme qui insulte mon honneur et le vôtre. Je n'ai pas touché un seul billet. J'allais vous le remettre en privé pour ne pas causer plus de scandale, mais puisque mademoiselle Régine le mentionne devant tout le monde, je préfère que tout le monde voie le genre de piège qui m'est tendu dans cette maison. » Elle ouvrit l'enveloppe et montra l'argent intact ainsi que la note. Alexandre lut la note. Son visage s'assombrit d'une colère froide et terrible. Il regarda sa fille. Régine hésita un instant. Elle ne s'attendait pas à ce que Catherine expose le piège avec autant de dignité, ni qu'elle rende l'argent sans le toucher. « Qui a écrit ça ?» demanda Alexandre d'une voix qui glaçait le sang. « Je n'en ai aucune idée, papa, » mentit Régine en haussant les épaules. « Je ne fais que répéter ce qui se murmure. »« Eh bien, les rumeurs s'arrêtent aujourd'hui, » décréta Alexandre en se levant. Il s'adressa à ses invités avec une dignité imposante. « Cette femme, Catherine Moreau, est la personne la plus honnête qui ait mis les pieds dans cette maison depuis de nombreuses années. Elle vient de rendre de l'argent que n'importe quel autre aurait gardé en silence. Que celui qui a quelque chose à dire sur elle me le dise en face. Et celui qui préfère diffuser des calomnies, qu'il sache qu'il aura affaire à moi. » Ai-je été clair ? Personne n'osa répondre. Les partenaires, intimidés, acquiescèrent et changèrent rapidement de sujet. Régine s'enfonça dans sa chaise, vaincue une fois de plus, tandis que la haine lui rongeait les entrailles. Mais le mal était en partie déjà fait. Cette nuit-là, Catherine prit une décision douloureuse. Madame Jeannette la trouva en train de faire sa valise dans la chambre de service. « Que fais-tu, ma petite ?» demanda la vieille femme alarmée. « Je pars, Madame Jeannette, » répondit Catherine, pliant les uniformes de main tremblantes. « Dès que Lucie sera opérée et rétablie, nous quitterons cette maison. Je ne peux pas rester ici. Ma présence ne fait que causer des problèmes à monsieur. Aujourd'hui, on l'a humilié devant ses partenaires à cause de moi. Son nom, sa réputation, tout est sali en étant près de moi. La meilleure chose que je puisse faire pour lui est de disparaître. Mais, ma petite, c'est exactement ce que cette vipère veut, protesta Madame Jeannette. Si tu pars, il gagne. Je me fiche de qui gagne, dit Catherine les larmes aux yeux. Je me soucie seulement de ma fille et de la dignité de l'homme qui nous a sauvé la vie. Je ne vais pas permettre qu'on le traîne dans la boue pour défendre une domestique. Je l'aime trop pour... » Elle s'arrêta net, surprise de ses propres mots. Madame Jeannette sourit avec tendresse. « Tu l'aimes ?» répéta-t-elle doucement. « Tu l'as dit toi-même, ma fille. » Catherine se couvrit le visage de ses mains. « C'est pour cela même que je dois partir, Madame Jeannette. Parce que ce que je ressens est impossible. Il est un de Valois. Je nettoie ses sols. Entre nous, il y a un abîme qu'aucun sentiment ne peut franchir, et rester ici à rêver de quelque chose qui n'arrivera jamais nous ferait du mal à tous les deux. » À cet instant, une voix grave parla depuis la porte. Et si moi, je ne croyais pas à cet abîme, c'était Alexandre. Il se tenait sur le seuil et, à son expression, il avait entendu plus que ce que Catherine aurait voulu. Madame Jeannette, avec la discrétion de ses 40 ans de métier, murmura « Je vais voir le pain » et s'esquiva, les laissant seuls. « Monsieur, Catherine se leva, s'essuyant les larmes à toute hâte. « Je n'ai pas voulu dire, pardon si vous avez entendu quelque chose que... » Catherine. Alexandre s'approcha lentement. « Je vous ai vu faire votre valise. Dites-moi la vérité. Partez-vous à cause des rumeurs, à cause de ce que ma fille a dit, ou partez-vous par peur de ce que vous ressentez ?» Elle baissa le regard,
incapable de répondre. « Parce que moi aussi je le ressens », continua-t-il, et sa voix, d'habitude si ferme, trembla à peine. J'ai essayé de le nier pendant des jours, en me disant que j'étais un vieil idiot, que c'était absurde, que vous et moi venions de mondes différents. Mais alors, je vous vois chanter pour votre fille. Je vous vois rendre de l'argent qui vous offense. Je vous vois garder la tête haute quand tout le monde veut vous voir tomber. Et je me rends compte que dans cette maison pleine d'or, vous êtes la seule chose vraie qui existe. Je ne veux pas que vous partiez, Catherine. Je vous le demande. Restez. Catherine le regarda, le cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Monsieur, pensez à ce que vous dites, » murmura-t-elle. « Votre famille, vos partenaires, la société entière. Personne n'accepterait jamais quoi que ce soit entre nous. Il le détruirait, et ma fille aussi. Je ne supporterai pas d'être la cause de votre ruine. »« Je me fiche de la société, » répondit Alexandre. « J'ai passé 10 ans à vivre pour le camp dira-t-on, pour les affaires, pour une réputation vide. Et j'ai été profondément malheureux. Vous et votre fille m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais. Je ne vais pas y renoncer par peur des commérages. » Il prit les mains de Catherine dans les siennes. « Je ne vous demande rien que vous ne vouliez donner. Je vous demande seulement de ne pas fuir, de rester, de nous donner l'occasion de découvrir ce que cela signifie entre nous. » Le contact de ses mains, la chaleur de ce regard firent tomber toutes les défenses de Catherine. Les larmes coulèrent librement sur son visage. Et, un instant, l'abîme entre leurs deux mondes sembla s'évanouir, remplacé par quelque chose de bien plus fort que toute différence de classe. « Je reste, » dit-elle enfin dans un murmure. « Que Dieu nous aide. Je reste. » Alexandre ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui lâche enfin un poids porté trop longtemps, et lui essuya une larme sur la joue avec une tendresse qu'aucun commerce, aucun contrat, aucun million ne lui avait jamais enseigné. « Vous ne le regretterez pas, » murmura-t-il. « Je vous le promets. Je prendrai soin de vous et de Lucie comme personne ne l'a fait. Et quand cet enfant sortira du bloc opératoire, saine et forte, nous recommencerons à 3, sans peur. » Catherine posa son front sur la poitrine de cet homme qui sentait le bois et la force. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle s'autorisa à croire que peut être, juste peut être, la vie lui réservait quelque chose de bon. Dehors, cachée au coin du couloir, une silhouette avait écouté chaque mot. Régine, le visage décomposé, les ongles plantés dans la paume de ses mains, sentit le monde s'effondrer sur elle. Son père, son propre sang, lui déclarant son amour à une domestique, la remplaçant, l'effaçant, elle sortit son téléphone de main tremblante et écrivit un message à Damien. « Ce n'est plus seulement une question d'argent. Mon père est amoureux d'elle. Nous devons agir maintenant. Je veux que cette femme disparaisse de nos vies pour toujours. Je me fiche de la manière. » La réponse de Damien arriva en quelques secondes, froide comme la glace. « Calme-toi, mon amour. J'ai un plan. Et quand ce sera terminé, non seulement elle disparaîtra, mais toute la fortune de ton père sera à nous. Fais-moi confiance. Bientôt, très bientôt, tout changera. » Et tandis que dans la chambre de service naissait un amour pur et véritable, dans les ombres de l'hôtel particulier, s'aiguisaient les couteaux de la trahison. La tempête était sur le point d'éclater. La trahison qui franchit toutes les limites. La nouvelle se répandit dans l'hôtel particulier comme une traînée de poudre. Monsieur Alexandre de Valois avait annoncé, devant tout le personnel réuni dans le grand salon, que Catherine Moreau n'était plus une simple employée. À partir d'aujourd'hui, déclara-t-il d'une voix ferme, prenant la main de Catherine sous le regard stupéfait de tous. Catherine et sa fille Lucie font partie de ma famille. Je les traite avec le respect qu'elles méritent, et j'espère que tout le monde dans cette maison fera de même. Celui qui n'est pas d'accord connaît la porte. Madame Jeannette fut la première à applaudir, des larmes d'émotion roulant sur ses rides. « Enfin, monsieur !» s'exclama-t-elle. « Il était temps que cette maison retrouve un cœur. » Le reste du personnel, qui adorait Catherine pour sa noblesse, se joignit aux applaudissements. Un instant, tout l'hôtel particulier se remplit d'une chaleur absente depuis des années. Catherine, rougissante et émue, serra la main d'Alexandre et chercha du regard sa fille. Lucie, assise sur les genoux de Madame Jeannette, applaudissait sans tout comprendre, mais heureuse de voir sa mère sourire. Seules 2 personnes n'applaudissaient pas. En haut de l'escalier, Régine contemplait la scène, le visage pâle et les yeux brûlants d'une haine qu'elle ne pouvait plus contenir. Et à ses côtés, fraîchement arrivé et avec son sourire de soie, se tenait Damien le maire, observant tout avec le calme calculateur de celui qui a déjà un plan en marche. « Regarde-la » marmonna Régine entre ses dents, la domestique qui se donne des airs de dame. Dans ma maison, prenant la place de ma mère. Sa voix se brisa. Mon père la préfère, il préfère la fille de la femme de ménage à moi. « Calme-toi, mon amour » murmura Damien en lui entourant la taille. « Profite de sa petite fête. Ce sera la dernière. Tout est presque prêt. J'ai juste besoin que tu fasses une dernière chose pour moi. Quelque chose qui changera le cours de tout. Tout ce que tu voudras, répondit Régine, aveuglée par le dépit.
Tout ce que tu voudras pour retrouver mon père et chasser cette femme de nos vies. » Ce que Damien lui demanda ensuite fut si froid et si cruel que même Régine, au plus profond de sa rancœur, sentit un frisson. Mais la douleur de se sentir remplacée pesait plus que sa conscience, et elle accepta. Les jours suivants furent, cependant, les plus heureux que Catherine ait connus. Alexandre la traitait comme une reine. Il sortait dîner, se promenait dans les jardins, conversait jusqu'au petit matin sur la vie, les rêves, les blessures du passé. Lucie s'épanouissait, mangeait mieux, riait plus et appelait Alexandre Don Alex avec une confiance qui faisait fondre le millionnaire. Il ne restait que quelques jours avant l'opération et l'espoir emplissait chaque recoin de la maison. « Tu sais ce que je veux quand je serai guérie, maman ?» dit Lucie un après-midi alors que Catherine lui brossait les cheveux. « Je veux que Don Alex soit mon vrai papa. On peut demander ça ?» Catherine sourit, les yeux humides. « Ça ne se demande pas, mon amour. Ça arrive tout seul quand ça doit arriver. Toi, concentre-toi sur le fait de te renforcer pour l'opération. » Mais l'ombre approchait, la veille de la chirurgie. Catherine remarqua quelque chose d'étrange. Le flacon des médicaments que Lucie devait prendre avant l'opération. Un médicament délicat qui régulait son cœur et que le médecin avait insisté pour administrer avec une précision absolue. Il était à un endroit différent de celui où elle l'avait laissé. Et les pilules semblaient légèrement différentes. La couleur n'était pas exactement la même. Un instinct maternel, ce sixième sens qui ne trompe jamais, lui hérissa la peau. « Lucie, » dit-elle avec un calme fin. « Mon amour, as-tu pris ton médicament aujourd'hui ?»« Pas encore, maman. Mademoiselle Régine allait me le donner. Elle a dit que tu étais occupée et qu'elle m'aiderait. Elle a été très gentille. Elle m'a apporté un verre de jus et tout. » Catherine sentit son sang se glacer. Régine, durant tous ces mois, ne s'était jamais approchée de Lucie avec gentillesse. Jamais. Et soudain, elle proposait de lui donner son médicament. Elle prit le flacon, examina les pilules de près et son cœur s'arrêta. Elles avaient été changées. Quelqu'un avait remplacé le médicament de sa fille par autre chose. « Ne prends rien de tout ça, » dit-elle à Lucie avec fermeté, rangeant le flacon. « Pas une pilule, tu m'entends? Attends-moi ici. Ne bouge pas. » Catherine courut, le flacon serré contre sa poitrine, directement au bureau d'Alexandre. Elle fit irruption sans frapper. Alexandre, pour la première fois, elle l'appela par son nom sans le « monsieur » dans son désespoir. Quelqu'un a changé les pilules de Lucie. Regarde, ce ne sont pas les siennes. Si elle les avait prises avant l'opération, Alexandre prit le flacon, l'examina et son visage se transforma en un masque de fureur glaciale. Qui a eu accès à cela? Régine, répondit Catherine en tremblant. Lucie m'a dit que Régine s'était proposé de lui donner le médicament, qu'elle lui avait apporté du jus. Alexandre, ta fille a voulu faire du mal à ma petite. Un instant, le millionnaire ne voulut pas le croire. C'était son sang, sa fille unique. Mais le flacon altéré dans ses mains ne laissait aucune place au doute. Il appela immédiatement le médecin qui analysa les pilules d'urgence. Le diagnostic fut effrayant. Le médicament original avait été remplacé par un composé qui, administré à une enfant, avec l'affection de Lucie, juste avant une chirurgie, aurait provoqué un arrêt fatal. Il l'aurait attribué à des complications de l'opération. Un crime parfait. Alexandre convoqua Régine au bureau. Quand elle entra, avec son air d'arrogance habituel, elle trouva son père debout près de la cheminée, tenant le flacon, et Catherine les yeux rougis. « Pourquoi m'appelez-vous » dit Régine. Encore une scène avec la domestique. « As-tu changé les pilules de la petite » demanda Alexandre d'une voix si basse et si terrible qu'elle faisait plus peur qu'un cri. Régine hésita. Juste une seconde. Mais cette seconde la trahit. « Je ne sais pas de quoi tu parles » mentit-elle. « Lucie a dit que tu allais lui donner le médicament aujourd'hui. » intervint Catherine. « Que tu lui as apporté du jus. Le nies-tu? J'ai juste voulu aider. » se défendit Régine. « Maintenant, même ça, c'est un crime. Vous êtes paranoïaque. Vous cherchez à me blâmer pour tout. » Alexandre s'approcha d'elle lentement et lui montra le flacon à quelques centimètres du visage. « Le médecin a analysé ces pilules, Régine. Quelqu'un les a changées pour un poison qui aurait tué une enfant de 6 ans pendant son opération et tu as été la seule à y avoir accès aujourd'hui. » Sa voix se brisa, non par faiblesse, mais par une immense douleur. « Dis-moi que ce n'était pas toi. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que ma fille n'est pas capable d'assassiner une créature innocente. Dis-le-moi et je te croirai. » Régine ouvrit la bouche. Mais les mots ne sortirent pas. Ses yeux, un instant fugace, se remplirent de vraies larmes, car au fond de son âme corrompue par la rancœur, une partie d'elle savait ce qu'elle avait été sur le point de faire et s'en horrifiait. « Je, » bégaya-t-elle. « Damien a dit que... Il m'a convaincu que... » Sa voix se brisa. « Je ne voulais pas la tuer, papa. Je te le jure. Il m'a dit que c'était juste pour que la petite tombe un peu malade. Pour qu'il reporte l'opération, pour que cette femme parte. Je ne savais pas que c'était du poison. Je te le jure sur la mémoire de maman. »
Le silence qui suivit fut dévastateur. Alexandre la regarda comme on regarde une inconnue. La fille qu'il avait gâtée, qu'il avait ignorée pendant des années, enterrée dans son travail, qu'il avait laissé grandir dans un jardin de solitude et de rancœur. Cette fille avait été capable de se prêter à un crime. « Damien », répéta Alexandre lentement. « Damien t'a donné le composé. » Régine, défaite, hocha la tête en sanglotant. « Il m'a donné le flacon, il m'a dit de le changer, il m'a dit de lui faire confiance, que tout était pour notre bien, pour notre avenir ensemble. » Elle leva le regard, et pour la première fois depuis des années, elle regarda son père non pas avec arrogance, mais avec la terreur d'une enfant perdue. « Qu'ai-je fait, papa? Qu'ai-je fait ?» Catherine, qui avait instinctivement serré Lucie dans ses bras quand la petite apparut effrayée à la porte, regarda Régine, et au milieu de sa propre terreur et de sa rage de mère, elle parvint à voir quelque chose qu'Alexandre, aveuglé par la trahison, ne voyait pas encore, que derrière cette vilaine, il y avait une femme brisée, manipulée, utilisée comme un instrument par quelqu'un de beaucoup plus dangereux. Car le vrai monstre de cette histoire n'était pas dans ce bureau. Il était dehors, dans son appartement de luxe, débouchant une bouteille de champagne, célébrant par anticipation une mort qu'il croyait déjà en cours et planifiant la prochaine étape d'un coup qui ne cherchait pas un collier ni une vengeance, mais la fortune complète de l'Empire de Valois. Et ce que Damien Lemaire ne savait pas, c'est que son plan venait d'échouer, que la petite fille était vivante et qu'à partir de cette nuit, Alexandre de Valois ne se reposerait pas tant qu'il ne lui aurait pas arraché le masque et fait payer chacune de ses trahisons. La chasse était sur le point de s'inverser. Le masque de Damien tombe. Cette nuit-là, personne ne dormit à l'hôtel particulier des de Valois. Lucie, étrangère à l'horreur qui avait failli se produire, dormait enfin tranquillement sous la surveillance d'un médecin privé qu'Alexandre avait fait venir pour la garder jusqu'à l'opération. Catherine ne se sépara pas de sa fille un instant et Alexandre, enfermé dans son bureau, brûlait d'une fureur froide et méthodique. Il n'allait pas appeler la police. Pas encore, car Damien était astucieux et une accusation hâtive, sans preuve solide, s'effondrerait devant les avocats qu'un homme comme lui avait sûrement. Non, Alexandre de Valois n'avait pas bâti un empire en étant impulsif. Il allait chasser le chasseur, et pour cela il avait besoin de preuves. Des preuves qui détruiraient Damien Lemaire complètement. Il appela Madame Jeannette à l'aube. « J'ai besoin de votre aide, et de celle de Catherine. Nous allons démasquer ce serpent. Mais pour cela, j'ai besoin de savoir tout ce que Régine lui a donné. » C'est Catherine qui eut l'idée qui allait tout changer. Régine a dit qu'elle lui avait donné accès aux documents de l'entreprise. Se rappela-t-elle. Si Damien voulait seulement nous séparer, pourquoi avait-il besoin des papiers des affaires? Quelque chose ne va pas, Alexandre. Cet homme n'est pas venu par vengeance. Il est venu pour l'argent, pour beaucoup d'argent. Alexandre la regarda, et dans ses yeux brilla la compréhension. Vous avez raison. Le poison, les rumeurs, tout n'était qu'un écran de fumée. Ce qu'il cherche vraiment, c'est autre chose. Il se leva brusquement. Je vais vérifier les mouvements de l'entreprise. S'il a touché un seul centime, je le trouverai. Mais c'est Régine qui trouva la première pièce du puzzle. Ce matin-là, dévastée par la culpabilité, sans pouvoir dormir, l'héritière prit le téléphone et appela Damien. Elle avait besoin d'entendre sa voix. Elle avait besoin qu'il lui dise que tout irait bien, qu'elle n'était pas le monstre qu'elle se sentait. Elle composa encore et encore, pas de réponse. Elle appela à l'aube, pas de réponse non plus. Et puis un pressentiment glacé s'empara d'elle. Elle prit les clés de l'appartement de Damien. Il lui en avait donné une copie dans l'un de ses gestes de fausse confiance et s'y rendit. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. L'appartement était à moitié vide, des valises à moitié faites, des documents brûlants dans une poubelle, et sur le bureau, un ordinateur portable ouvert que Damien, dans sa hâte, avait oublié de fermer. Régine lut et en lisant, le monde entier s'effondra autour d'elle. C'étaient des emails entre Damien et un soi-disant partenaire étranger. Il parlait de virements, de comptes à l'étranger, d'une opération pour détourner des fonds du groupe de Valois en utilisant les accès et les informations que Régine lui avait aveuglément données. Il parlait de millions, et dans l'un des messages, Damien écrivait avec une froideur qui lui glaça le sang. La petite de Valois n'est qu'un moyen, une idiote amoureuse et rancunière. Dès que j'aurai le contrôle des comptes et éliminé les obstacles, je me débarrasserai d'elle aussi. Personne ne soupçonnera la pauvre héritière abandonnée. Bientôt je serai propriétaire de tout. Il y avait plus, bien plus. Des photos de Damien avec une autre femme, des bagues, des projets de vie commune à l'étranger. Damien avait une complice. Régine n'avait jamais été qu'un pion, un instrument jetable. On l'avait utilisé, manipulé, vidé de tout, et on prévoyait de la jeter comme une ordure dès qu'elle cesserait d'être utile. Régine resta un long moment à regarder l'une des photographies. On y voyait Damien sourire, serrant cette autre femme sur une plage avec le même sourire de soie avec lequel il l'avait tant de fois trompée,
le même sourire avec lequel il lui avait promis l'amour éternel, avec lequel il avait essuyé ses larmes quand elle pleurait son père, avec lequel il l'avait convaincu de franchir toutes les limites. Chaque mot doux, chaque caresse, chaque promesse, tout n'avait été que théâtre. Une mise en scène froide et méticuleuse pour atteindre la fortune de Valois. Et elle, aveuglée par la solitude, avait applaudi la représentation sans se rendre compte qu'elle en était la victime. Régine tomba à genoux dans cet appartement, se serrant dans ses bras, secouée par des pleurs qui venaient de très loin. Toute sa cruauté, toute sa rancœur, toute sa guerre contre Catherine. Pourquoi faire? Elle avait été sur le point de tuer une enfant innocente. Elle avait trahi son propre père. Elle avait vendu l'empire de sa famille et tout cela pour plaire à un homme qui ne l'avait jamais aimée, qui n'avait vu en elle qu'un outil et un portefeuille. Elle pensa à sa mère, à ce que Béatrice dirait si elle la voyait maintenant, à genoux dans l'appartement d'un escroc, complice d'une tentative d'assassinat. La honte la brûla de l'intérieur comme un fer ardent, mais au milieu de cet effondrement, quelque chose s'alluma. Non, pas la rancœur, quelque chose de différent, une clarté terrible et douloureuse. Pour la première fois, Régine se vit honnêtement, et ce qu'elle vit la dégoûta. Elle prit l'ordinateur portable, prit les documents que Damien n'avait pas eu le temps de brûler et, tremblante, retourna à l'hôtel particulier en pleine nuit. Quand elle arriva, elle trouva son père éveillé dans son bureau avec Catherine à ses côtés, tous deux examinant des papiers. Régine s'arrêta sur le seuil. Un instant, le vieil orgueil lui demanda de faire demi-tour et de fuir, mais elle ne le fit pas. Elle entra, le visage gonflé par les larmes, et posa l'ordinateur portable et les documents sur le bureau. « Voilà tout, papa », dit-elle d'une voix brisée. « Les preuves, Damien est en train de vider l'entreprise. Il le fait depuis des mois et… » Sa voix se brisa. « Il prévoit de me tuer moi aussi quand il aura fini. Je ne lui ai jamais importé. Il m'a utilisé. Il m'a utilisé pour tout. » Alexandre la regarda, atterré. Catherine, à ses côtés, retint son souffle. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », continua Régine, versant des larmes sans les essuyer. « Je sais que j'ai fait des choses horribles. J'ai presque tué cet enfant. » Elle regarda Catherine et pour la première fois, il n'y avait pas de mépris dans ses yeux, mais une honte abyssale. « Je n'espère pas que tu me pardonnes. Je voulais juste te remettre ceci avant de partir pour réparer, ne serait-ce qu'un peu, tout le mal que j'ai fait pour que cet homme ne s'en tire pas. » Il y eut un long et lourd silence, et puis ce fut Catherine, non Alexandre, qui fit un pas en avant. « Où comptes-tu aller ?» demanda la femme de chambre avec une douceur qui désarma Régine. « Je ne sais pas, » murmura l'héritière. « Loin, là où je ne ferai de mal à personne d'autre. Fuir ne répare rien, » dit Catherine. « Je le sais bien. J'ai longtemps fui la douleur. » Elle s'approcha de Régine. « Tu as fait quelque chose de terrible. Je ne le nierai pas. Ma fille aurait pu mourir et je ne l'oublierai jamais. Mais tu as aussi été utilisée, manipulée. On t'a fait croire que la haine était la seule façon pour que ton père te revoie. Et cela n'a pas commencé avec toi, Régine. Cela a commencé quand une petite fille a perdu sa mère et s'est retrouvée seule dans une maison pleine de silence. » Régine la regarda perplexe. Cette femme qu'elle avait humiliée, calomniée, dont elle avait failli tuer la fille. Cette femme lui parlait avec compassion. « Pourquoi es-tu gentille avec moi ?» murmura Régine. « Après tout ce que je t'ai fait, tu devrais me haïr, parce que la haine est ce qui t'a amené ici, » répondit Catherine. « Et quelqu'un doit briser cette chaîne, ne serait-ce que moi. » Elle fit une pause. « Reste, affronte ce que tu as fait. Aide-nous à arrêter Damien, non pas pour moi, pour toi, pour qu'un jour tu puisses te regarder à nouveau dans le miroir. » Alexandre contemplait la scène, le cœur serré, sa fille effondrée et repentante, et la femme qu'il aimait offrant le pardon là où lui ne ressentait encore que de la fureur. À cet instant, il comprit que Catherine ne lui avait pas seulement rendu la capacité d'aimer, elle lui enseignait quelque chose d'encore plus difficile, la capacité de pardonner. « Catherine a raison, » dit-il enfin d'une voix grave. « Je ne vais pas faire semblant que ce que tu as fait ne me brise pas l'âme, Régine. Il te faudra beaucoup de temps pour réparer cela, et il y aura des conséquences. Mais tu es ma fille, et je reconnais que je t'ai manqué. Je t'ai laissé grandir seule. Je t'ai donné des choses au lieu d'affection, et j'ai permis que la rancœur t'empoisonne. Cette partie-là est de ma faute. » Il respira profondément. « Reste. Nous allons affronter Damien ensemble, en famille, et cette fois je serai là. » Régine éclata en sanglots, et pour la première fois depuis des années, elle se laissa embrasser par son père. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, Damien le maire terminait de charger ses valises, convaincu que son plan marchait à la perfection. Il ignorait que la petite fille était toujours vivante. Il ignorait que Régine avait découvert la vérité. Il ignorait que les preuves de sa trahison étaient déjà entre les mains de l'homme le plus puissant et désormais le plus furieux de la ville. Il se croyait le chasseur. Il ne savait pas qu'il était devenu la proie et le lendemain,
Quand il tenterait de donner le coup final pour s'emparer des comptes du groupe de Valois, il découvrirait qu'Alexandre l'attendait avec des preuves, des avocats, la police et une femme de chambre aux yeux verts qui avait transformé la haine de toute une famille en le début de sa rédemption. Le climax était sur le point d'éclater. Le plan pour piéger Damien Lemaire fut élaboré avant l'aube dans le bureau d'Alexandre, entre des tasses de café froid et le poids d'une nuit sans sommeil. Il va essayer de transférer les comptes aujourd'hui même, expliqua Alexandre en désignant les documents que Régine avait récupérés. Selon ses emails, il a programmé l'opération finale pour midi, vider les comptes principaux du groupe de Valois et disparaître du pays ce même après-midi. Mais il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Quoi? Demanda Régine, les yeux encore gonflés par les larmes. Que pour déplacer de telles sommes, il a besoin d'une autorisation en personne, une signature biométrique que seul moi peux donner. Alexandre esquissa un sourire froid. Je lui ai fait croire, grâce aux accès que tu lui as donnés, que cette autorisation était compromise. Il viendra lui-même la chercher ici, dans cette maison, pensant que le chemin est libre. Catherine, debout près de la fenêtre, frissonna. C'est dangereux, Alexandre. Cet homme a tenté de tuer une enfant. C'est pourquoi nous ne serons pas seuls, répondit-il. Le commandant Bernard, un vieil ami de confiance, arrivera avec ses hommes avant Damien. Ils seront cachés. Je n'ai qu'à le faire avouer tout devant les microphones que la police va placer. Ces mots seront sa condamnation. Régine se leva, déterminée. « Je le ferai avouer, dit-elle. Il me fait confiance. Il croit que je suis toujours sa marionnette amoureuse. Laisse-moi aider, papa. C'est le moins que je puisse faire pour réparer le mal. Laisse-moi l'affronter. » Alexandre hésita. C'était risqué. Mais en regardant sa fille, non pas l'arrogante méchante d'avant, mais une femme brisée qui cherchait à se racheter, il comprit qu'elle avait besoin de cette opportunité pour retrouver le respect d'elle-même. « D'accord, concéda-t-il. Mais Catherine et Lucie restent en haut, en sécurité avec le médecin. Et toi, Régine, tu ne fais aucun faux mouvement. Au premier signe de danger, les hommes de Bernard interviennent. À midi pile, la voiture de luxe de Damien franchit les grilles de l'hôtel particulier de Valois. Il entra avec son sourire de soie, son costume impeccable, et sa confiance de prédateur qui se croit maître du monde. Régine le reçut dans le grand salon, feignant un calme qui lui coûtait un effort surhumain. « Mon amour », salua Damien en lui embrassant la main. « Tout se passe parfaitement. Dès que j'aurai l'autorisation de ton père, nous partirons loin, toi et moi pour toujours. »« Où est le vieux? Il va arriver dans un instant, » répondit Régine. « Mais avant, j'ai besoin que tu me dises la vérité, Damien, à propos de la petite, des pilules que tu m'as données. Qu'était-elle vraiment ?» Damien rit, détendu, sans se douter que chaque mot était enregistré. « Oh mon cœur, ne t'inquiète pas pour cette morveuse. C'était un composé cardiaque. Si elle l'avait pris, cela aurait ressemblé à une défaillance cardiaque naturelle pendant l'opération. Propre, sans trace, il haussa les épaules avec une froideur effrayante. Un obstacle de moins. La petite et sa mère étaient le seul obstacle entre nous et la fortune. Il fallait les éliminer. Dommage que l'opération ait été reportée, mais peu importe, il y aura une autre opportunité. » Régine eut des nausées, mais elle s'obligea à continuer. « Et moi, Damien ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'arrivera-t-il de moi quand tu auras l'argent? Toi ?» Damien la regarda avec un sourire qui n'était plus de soie, mais de glace. « Tu seras Madame le maire, bien sûr, tant que tu me seras utile. » Il s'approcha, lui caressant la joue. « Une héritière rancunière et amoureuse est la parfaite couverture, Régine. Personne ne soupçonne la pauvre petite riche abandonnée par papa. Tu es utile, bien plus utile que tu ne l'imagines. »« Utile » répéta Régine, et une larme roula sur sa joue. « C'est la seule chose que j'ai été pour toi. »« Ne deviens pas sentimental maintenant, » dit Damien avec agacement. « Nous avons fait une bonne équipe. Tu as obtenu tout ce que je t'ai demandé, et bientôt tu seras riche. N'est-ce pas ce que tu voulais? Te venger de la domestique, récupérer ce qui est à toi. Je t'ai donné tout ça. Tu devrais m'en être reconnaissante. J'en ai assez entendu, » dit alors une voix grave depuis la porte. Damien se retourna brusquement. Alexandre de Valois avançait vers le centre du salon, et derrière lui, surgissant de chaque recoin, de derrière les rideaux, des portes latérales, apparurent le commandant Bernard et une demi-douzaine de policiers, armes au poing. Damien Lemaire tenait Bernard. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, fraude, détournement de fonds et association de malfaiteurs, les mains où je puisse les voir. » Le visage de Damien se transforma, le masque de séduction se brisa, laissant enfin apparaître l'animal acculé qu'il était à l'intérieur. Il regarda Régine avec une haine pure. « Toi, » rugit-il, « tu m'as tendu un piège ?»« Non, » répondit Régine, essuyant ses larmes et se redressant pour la première fois avec une dignité véritable. « C'est toi qui m'as tendu un piège. À moi, pendant tous ces mois. J'ai juste cessé d'être ta marionnette. » Elle le regarda fixement.
Tu vas payer pour ce que tu as tenté de faire à cet enfant et je vais passer le reste de ma vie à essayer de réparer d'avoir cru en toi. » Damien tenta de fuir en renversant une chaise, mais les hommes de Bernard le maîtrisèrent en quelques secondes. Tandis qu'ils le menottaient, il criait des menaces, des malédictions, des promesses de vengeance. Mais ce n'était plus que le rugissement inutile d'une bête en cage. L'enregistrement l'avait condamné de sa propre bouche. Sa complice à l'étranger serait arrêtée quelques jours plus tard, grâce aux documents que Régine avait récupérés. L'empire de mensonges de Damien Lemaire s'effondrait complètement. Quand ils l'emmenèrent enfin, un silence profond tomba sur le salon. Alexandre s'approcha de sa fille qui tremblait. « Tu as bien fait », lui dit-il à voix basse. « Tu as été très courageuse. »« Je n'ai pas agi par courage, papa, » répondit Régine. « J'ai agi par honte. Et pourquoi ?» Elle regarda vers l'escalier où Catherine descendait avec Lucie par la main. « Parce que quelqu'un m'a appris que j'ai encore le temps de choisir qui je veux être. » Catherine s'approcha, Régine la regarda, et cette fois ne baissa pas la tête par orgueil, mais par humilité. « Catherine, dit-elle d'une voix brisée, je sais qu'aucun mot ne suffit. J'ai failli tuer ta fille. Je t'ai humiliée, calomniée, traitée comme une subalterne pendant des mois, et tu m'as offert le pardon alors que je ne méritais que le mépris. Je ne comprends pas comment, mais merci. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que ce pardon n'a pas été vain. » Catherine la prit par les mains. « Le pardon ne se prouve pas par des mots, Régine, » répondit-elle avec douceur. « Il se prouve en changeant. Et cela commence aujourd'hui. » Elle sourit. « Je crois aux secondes chances. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas ici. » Et puis une petite voix interrompit le moment. Lucie, lâchant la main de sa mère, s'approcha de Régine et la regarda de ses grands yeux curieux. « Vous êtes la mademoiselle qui était triste ?» demanda la petite fille. « Don Alex dit que vous étiez triste à l'intérieur, et c'est pour ça que vous étiez grognon. Vous n'êtes plus triste ?» Régine, l'héritière arrogante qui ne s'était jamais rabaissée devant personne, tomba à genoux devant cet enfant qu'elle avait failli tuer. Les larmes lui montèrent sans contrôle. « Oui, ma petite, » murmura-t-elle. « J'étais très triste, et je te demande pardon. Je t'ai fait quelque chose de terrible. Je ne le mérite pas, mais je te demande pardon de toute mon âme. » Lucie l'observa un moment avec le sérieux solennel des enfants, puis, sans plus, elle lui tendit son ours en peluche. « Tiens, dit-elle, quand je suis triste, je serre mon ours et ça passe. Prête-le, mais tu me le rends, hein? C'est mon préféré. » Ce geste innocent, cette bonté pure et imméritée, acheva de briser la dernière carapace du cœur de Régine. Elle serra l'ours et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère. Elle pleura pour tout le mal qu'elle avait fait. Elle pleura pour la solitude de tant d'années, et elle pleura enfin de soulagement parce que quelqu'un lui offrait un chemin de retour à la maison. Alexandre entoura Catherine d'un bras et sa fille de l'autre. Pour la première fois en une décennie, la famille de Valois était unie, brisée, blessée, imparfaite, mais unie. Et au milieu d'eux, une petite fille de 6 ans souriait sans savoir que son cœur fragile avait été le cœur qui avait guéri toute une maison. Cette nuit-là, tandis que l'hôtel particulier retrouvait son calme, Madame Jeannette servit du chocolat chaud à tous dans la cuisine, patron et employés ensemble, pour la première fois à la même table, et leva sa tasse avec un sourire de vieille femme triomphante. « Que vous avais-je dit, mes petits ?» s'exclama-t-elle. « Le mal fait beaucoup de bruit, mais il trébuche toujours seul, et la bonté, même si elle avance lentement, arrive toujours à destination. Santé !» Tous rirent et trinquèrent, mais l'histoire n'était pas encore terminée car il manquait le plus important, l'opération de Lucie. Et il fallait aussi que cet amour né entre le marbre et les tabliers trouve enfin sa place au soleil, la femme de chambre qui devint dame. Le jour de l'opération, tout l'hôtel particulier se réveilla en alerte. Alexandre avait remué ciel et terre pour obtenir le meilleur chirurgien cardiovasculaire du pays. Catherine ne se sépara pas de sa fille jusqu'au dernier instant, lui tenant la petite main pendant qu'on la préparait à entrer au bloc opératoire. « Maman, j'ai un peu peur », avoua Lucie, serrant la petite boîte à musique en argent qu'elle avait demandé d'emporter avec elle. « Moi aussi, mon amour », répondit Catherine, lui embrassant le front. « Mais tu sais quoi? La peur est comme un nuage. Elle passe, et derrière, il y a toujours le soleil. Tu fermes les petits yeux, tu écoutes la chanson de grand-mère et quand tu te réveilleras, maman sera là. Je te le promets. Et donne Alex aussi. » Catherine regarda Alexandre, qui était à ses côtés, tenant l'épaule de la petite fille avec une tendresse paternelle. « Je serai là aussi, championne, » dit-il, la voix prise par l'émotion. « Je ne bougerai pas de cette porte tant que tu ne sortiras pas, je te le jure. » Lucie sourit, apaisée, et se laissa emmener. Avant de franchir la porte du bloc, elle tendit la petite boîte à musique à Régine, qui attendait sur le côté. « Garde-la pour moi, » demanda la petite fille, et remonte-la pour que la chanson ne s'arrête pas. Régine, retenant ses larmes, hocha la tête et serra la petite boîte contre sa poitrine. Les heures d'attente furent les plus longues de la vie de Catherine. Elle marchait, priait, s'asseyait, se relevait.
Alexandre ne la quitta pas un instant, lui tenant la main, lui donnant de la force par sa présence. Régine, assise dans un coin, remontait la petite boîte à musique encore et encore, laissant cette fragile berceuse emplir le couloir de l'hôpital comme une prière partagée. Et Madame Jeannette récitait le chapelet à voix basse, ses vieux doigts faisant passer les grains. Enfin, après 5 heures éternelles, le chirurgien sortit, retira son masque et sourit. « L'opération a été un succès total », annonça-t-il. « Le cœur de Lucie battra fort et sainement pendant de très nombreuses années. C'est une petite fille courageuse. Vous pouvez être tranquille. » Catherine tomba à genoux, sanglotant de joie. Alexandre la serra dans ses bras et ensemble, ils pleurèrent les larmes les plus heureuses de leur vie. Régine serra Madame Jeannette dans ses bras et la petite boîte à musique dans ses mains continua de jouer comme si la grand-mère de Lucie, depuis le ciel, célébrait aussi. Lucie se réveilla quelques heures plus tard, faible mais souriante, et la première chose qu'elle demanda fut sa petite boîte et un câlin de ses 3 personnes préférées. Sa maman, Don Alex, et la mademoiselle qui n'est plus triste. Les mois suivants transformèrent complètement l'hôtel particulier des De Valois. Lucie se remit complètement. Elle courait dans les jardins, grimpait aux arbres, remplissait la maison de rires et de dessins collés au mur. Alexandre, méconnaissable, rentrait tôt du travail pour jouer avec elle et dîner en famille. La maison, qui pendant une décennie avait été un mausolée de silence, redevint un foyer et Régine tint parole. Ce ne fut pas un changement facile ni immédiat. Elle dut affronter les conséquences de ses actes. Alexandre, avec douleur, mais avec justice, lui retira pour un temps son allocation de luxe, ses cartes sans limite, sa vie de princesse capricieuse. Il lui demanda de travailler vraiment dans l'une des fondations du groupe, une qui aidait les mères célibataires et les enfants malades. Au début, Régine protesta, mais peu à peu, en rencontrant ces familles qui luttaient avec dignité, tout comme Catherine avait lutté, quelque chose changea en elle. Elle apprit ce que l'argent ne lui avait jamais enseigné, l'empathie, la valeur de l'effort, la joie de servir au lieu d'être servie. Un après-midi, Catherine la trouva aidant Madame Jeannette dans la cuisine, riant en pétrissant le pain avec de la farine sur le nez. « Tu as l'air heureuse », lui dit Catherine. « Je n'avais jamais été aussi heureuse », répondit Régine. Et c'était vrai. J'ai passé toute ma vie à croire que le bonheur était dans l'avoir, et il s'avère qu'il était dans le donner. Elle regarda Catherine avec une affection sincère. « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi, d'avoir vu quelque chose de bon en moi alors que je ne le voyais même pas. Je n'ai rien vu qui n'était pas déjà là, » répondit Catherine. « Je t'ai juste rappelé que ça existait. » Elle lui essuya la farine du nez d'un geste presque maternel. « Ta maman serait fière de la femme que tu deviens, Régine, de celle-ci, pas de celle d'avant. » Régine baissa le regard, émue. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» dit-elle à voix basse. « J'ai passé des années à te haïr parce que je pensais que tu m'avais volé l'affection de mon père, et il s'avère que tu as été la seule à me rendre une famille. Je t'ai traité en ennemi, et tu es devenue la sœur que je n'ai jamais eue. » Les 2 femmes s'étreignirent au milieu de la cuisine, entre l'arôme du pain fraîchement cuit, tandis que Madame Jeannette faisait semblant de s'essuyer la sueur pour dissimuler ses larmes. « Ah, les pleureuses !» grommela la vieille femme, bien que ce soit elle qui pleura le plus. « Vous allez saler le pain avec toutes ces larmes, au travail. La pâte ne se pétrit pas toute seule. » Et puis vint le jour que tout l'hôtel particulier attendait. Alexandre de Valois demanda Catherine Moreau en mariage dans le jardin d'hiver, le même où Lucie l'avait rencontré, entouré des fleurs qu'il avait fait planter en mémoire d'un amour passé, et qui maintenant fleurissaient pour célébrer un nouvel amour. « Catherine, dit-il en s'agenouillant, vous êtes entrée dans ma maison pour nettoyer la poussière, et vous avez fini par nettoyer quelque chose de beaucoup plus profond, la poussière qu'il y avait sur mon cœur. Vous m'avez rendu le rire, la famille, la vie. Je me fiche de ce que dira la société, je me fiche des classes ou des noms de famille. Une seule chose m'importe, que vous soyez mon épouse, que nous vieillissions ensemble, que nous soyons tous les 3 une vraie famille. Voulez-vous m'épouser ?» Catherine, les larmes de bonheur, répondit ce que son cœur criait depuis des mois. « Oui, 1000 fois oui !» Lucie, cachée derrière un rosier, sortit en courant, les bras ouverts. « Oui, maintenant Don Alex va être mon vrai papa. » Le mariage fut célébré à l'hôtel particulier au printemps, et il fut différent de toutes les fêtes que cette maison avait connues. Il n'y avait pas de partenaires feignant des sourires ni d'invités mesurant les fortunes. Il y avait ceux qui comptaient vraiment. Madame Jeannette pleurant d'émotion dans sa plus belle robe, le personnel traité comme une famille, les mères et les enfants de la fondation de Régine. Et présidant le tout, une petite fille de 6 ans qui distribuait des pétales de fleurs avec un sourire qui illuminerait le monde. Catherine marcha vers l'autel dans une robe simple et élégante, plus belle que n'importe quelle héritière. Et quand elle arriva aux côtés d'Alexandre, Régine, son ancienne ennemie, désormais sa sœur d'âme, s'approcha avec un cadeau entre les mains. « Tiens », dit Régine en lui tendant la petite boîte à musique en argent fraîchement poli.
brillante comme neuve. Je l'ai fait restaurer pour que la chanson de ta mère ne cesse jamais de résonner dans cette famille. C'est mon cadeau et ma promesse. Catherine ouvrit la petite boîte et la vieille berceuse, la même qui avait résonné cette première nuit où tout avait commencé, emplit le jardin d'une mélodie douce et éternelle. Les invités se turent, et sous cette musique fragile qui avait uni les destins de tous, Alexandre et Catherine se jurèrent un amour éternel. « Vous pouvez vous embrasser », dit le juge. Et tandis qu'ils s'embrassaient, tandis que Lucie applaudissait, et que Madame Jeannette pleurait, et que Régine souriait d'un cœur nouveau, la femme qui était arrivée dans cette maison pour nettoyer les sols à genoux, la femme de chambre à qui une fille gâtée avait crié « Retourne au travail maintenant », devenait la dame de l'hôtel particulier des De Valois, non par intérêt, non par ambition, mais par quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, par bonté, par dignité, par le véritable amour qui naît lorsque deux âmes se reconnaissent au-delà des uniformes et des fortunes. Cette nuit-là, quand la fête fut terminée et que la lune éclaira les jardins, Catherine borda Lucie dans sa nouvelle chambre, non plus l'étroite chambre de service, mais une chambre lumineuse, remplie de jouets. Et elle remonta la petite boîte à musique. « Tu vois, mon amour, lui murmura-t-elle, je te l'avais dit, la peur est comme un nuage, elle passe et derrière, il y a toujours le soleil. Et maintenant, nous avons une famille, maman, dit Lucie d'une voix endormie. Un papa, une grande sœur et même une grand-mère cuisinière. Nous sommes riches, n'est-ce pas? Catherine sourit et lui embrassa le front. Nous sommes riches, ma fille, mais pas pour la maison ni pour l'argent. Nous sommes riches parce que nous avons, parce que nous n'avons jamais cessé d'être bonnes, même si le monde était cruel avec nous. Et à la fin, mon amour, souviens-t'en toujours. La bonté gagne toujours, toujours. Et tandis que la berceuse de grand-mère continuait de résonner doucement dans la petite boîte en argent, mère et fille s'endormirent enlacées dans une maison qui avait enfin retrouvé un cœur. Parce que parfois la personne la plus humble de la maison est celle qui a la plus grande âme. Et parfois la femme de chambre qui a osé faire taire la fille gâtée du millionnaire finit par être la vraie dame de l'hôtel particulier.